Ok, voilà, on va commencer. On va commencer. Alors, comme nous ne sommes pas encore très nombreux, personnellement, je vais commencer par essayer de faire un petit résumé et puis vous partager ce que moi, cet entretien, cet échange m'a apporté. Parce que c'est vrai que ce thème sur l'amertume, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai proposé et je l'avais vraiment à cœur parce que je me rends compte que ça fait vraiment partie euh, des points, euh, des points clés. Ça fait partie des points clés. Ça fait partie de ce qu'on appelle des nœuds à dénouer, des, des portes scellées à déverrouiller pour vraiment qu'il y ait une réelle transition, qu'il y ait vraiment un déclic, qu'il y ait vraiment une prise de conscience et pour certains qu'il y ait vraiment un envol définitif, hein, parce que il y a possibilité, comme on le dit souvent, hein, lorsqu'on est en contact avec certains types d'informations, d'avoir cette aisance de pouvoir les emmagasiner, les stocker et de sélectionner un petit peu ce que l'on entend dans une dimension d'alimenter ce que l'on n'est pas vraiment forcément, de favoriser une disposition qui va faire que cette information pourra vraiment transcender, pourra vraiment transformer, pourra vraiment sublimer l'information euh, qui, euh, qui y est en amont. Et un des éléments qui fait vraiment cet effet barrière, cet effet miroir, qui crée de la résistance, qui crée énormément aussi de troubles tout simplement au quotidien, c'est ce point sur l'amertume. Et quand on entre dans ce point de l'amertume, on se rend compte que c'est une émotion, c'est un sentiment qui dure dans le temps. Et souvent, qu'est-ce qu'on observe qui dure dans le temps? On observe que les mêmes questions, des fois, perdurent dans le temps. Pourtant, cela fait peut-être des années qu'il y a un rapprochement, qu'il y a un début d'influence, qu'il y a des informations, un nouveau regard qui commence à être présenté. Et qu'est-ce qu'on note? On peut noter que souvent, on est interpellé par les mêmes questions, les mêmes raisonnements. Il y a souvent un même type d'événement qui, à chaque fois, déstabilise. Et on se rend compte que, au fur et à mesure de la persistance donc de ces mêmes questions, de ces mêmes interrogations, de ces mêmes éléments déstabilisants, cette accumulation finalement d'une énergie, d'une compréhension qui ne favorise pas une constance finalement dans le calme, dans la sérénité, dans une disposition à pouvoir vraiment être enseigné, à être totalement un terrain favorable pour l'émergence d'autres choses. J'espère que je me fais comprendre. Parce que là, pour moi, l'amertume, c'est vraiment un des éléments clés, c'est vraiment un des éléments qui permet ce diagnostic identitaire et qui, quand on parle souvent de bilan, est un des éléments à introduire dans le bilan que l'on fait quotidiennement et surtout lorsqu'on est dans une démarche de se prolonger, de se développer et voilà, d'expérimenter, d'être un des moyens d'expression d'une alternative en termes identitaires. On entend aussi souvent des personnes qui, dans la persistance, disent qu'il y a des moments où on se sent totalement, entre guillemets, des personnes vont utiliser le terme connecté, on se sent totalement en phase, en harmonie, voilà, comme s'il y a des périodes plus ou moins longues. Et puis après, il semble avoir des périodes plus ou moins où on est plus dans le bas, dans le rouge. C'est comme si ce qu'on l'on percevait, on ne le perçoit plus. Et cela aussi persiste dans le temps. Voilà. Donc, savoir que derrière ces réalités se cache aussi ce qu'on appelle l'amertume. Parce que cette amertume, c'est cette identité qui s'exprime de façon chronique par le fait qu'il y a certains événements, il y a certaines attentes, il y a certains besoins, un univers de besoins qui, de façon souvent inconsciente et qui n'étant pas encore mis en lumière, n'étant pas encore remis en question,
n'étant pas encore sublimée par une autre compréhension, va toujours être là, sous-jacente, et donc s'exprimer ainsi. Donc, je pense que à travers ce thème sur l'amertume, vraiment, on entre donc, je disais, dans une des clés fondamentales pour notre élévation et pour que vraiment on prenne l'envol tous ensemble vers les objectifs extraordinaires que nous sommes amenés à matérialiser. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois Marc, Luc, Emmanuel, de Lynx, Annick et Maryse. Un joli petit salon qui s'annonce. Donc, comme d'habitude, on va commencer par un tour de table, un tour de salon. Et j'ai envie de vous écouter. Et ensuite, moi aussi, j'aurai l'opportunité de vous apporter vraiment les points fondamentaux qui, pour moi, sont à retenir autour de ce thème sur l'amertume. Donc, on va commencer par Marc. Marc, bonjour. Est-ce que tu as pu écouter, donc regarder l'émission d'hier et donc, quelle est ta réaction par rapport à ce thème de l'amertume? Est-ce que tu te sens concerné? Je te laisse la parole. Et, bonjour à tous, bonjour Angéline. Oui, hier j'ai pu un peu suivre le direct et le thème qui est toujours très intéressant et toujours ça ramène à ce que nous sommes parce que si on veut parler d'amertume et regarder ailleurs, ça va nous éloigner réellement de la compréhension réelle de ces mots. Voilà. Donc, l'amertume qui arrive souvent par rapport à une situation auquel on a été exposé, qu'on est exposé, on veut dire par exemple, lorsque moi qui ai expérimenté ça, il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai perdu mon père, et au travers la tête de cette tête chère qu'il y avait, il y avait tous ces mélanges. Voilà, il y avait tous ces mélanges d'amertume, de tristesse, etc. Voilà. Et les gens me disaient non, il ne faudrait pas que tu t'apitoies sur cela, parce que voilà, c'est la nature qui est. Et l'amertume qui est définie par les dictionnaires, parce que le mot a été encore révisé en 2021, donc elle change encore de. Et dans l'amertume, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception, une injustice de la sorte. C'est-à-dire, quelque part, il peut arriver qu'une personne soit qui est en couple avec un individu, puisqu'ils vont sur la base des principes. Et quand ces principes, quelque part, est enfreint, soit que ce soit le côté de la femme ou que ce soit le côté de l'homme, il y a ce qui va naître, on va appeler l'amertume, mais elle découle de soit des principes qui étaient donnés au départ. Par exemple, il s'était dit que voilà, comment on appelle ça déjà? On va dire la tromperie, comme on le dit, et la femme qui ne s'attend pas à voir son homme avec une autre femme, elle va se retrouver un matin avec son homme qui est dans le bras d'une autre femme. Et comme selon les principes qui se sont donnés dès le départ, ce sentiment va surgir, puisque ça fait partie d'elle. Mais ne le sachant pas, ce sentiment va ressortir quelque part. Cette amertume va sortir. Elle va se sentir triste. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle va rentrer dans cette amertume et, comme ne sachant pas qu'elle est exposée à une vibration, donc elle va se sentir mal, remplie d'amertume, de rancœur, etc. Elle va dire, ben oui, je vais te pardonner, mais je ne vais jamais oublier. Je peux te pardonner, mais je ne vais pas oublier. Donc, c'est vice-versa. Et cela va arriver comme ça. Et comme on ne sait pas que ça fait partie de nous, ben, on va dire que voilà, c'est lorsque la situation est venue en nous que cela, cet instant est arrivé. Mais on oublie que ça fait partie de nous. Et cela, je l'ai expérimenté
il y a quelques années. Et pour le moment, c'est ce que je peux apporter. Je veux dire par là que l'amertume, ce sont les caractéristiques de l'environnement. De l'environnement. Je veux dire, par exemple, celui qui se retrouve peut-être hors d'agglomération, c'est-à-dire de la ville, la personne peut être soumise à l'amertume, mais pas de la même manière que peut-être celui qui se retrouve peut-être à la capitale, à Abidjan. Celui qui est à Abidjan, la force qu'il reçoit de l'amertume n'est pas pareil avec celui peut-être qui se retrouve dans une campagne, peut-être à l'ouest de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Et c'est un peu cela. Voilà ce que je peux apporter pour le moment. Merci, Angélique. Merci à toi, Marc, pour cette réaction très intéressante. Effectivement, tu as saisi le fond de ce thème sur l'amertume. Et puis, j'aime bien les deux points qui ressortent de ta prise de parole. Donc, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose d'identitaire, c'est quelque chose d'ailleurs qui fait écho au point que nous avions apporté sur la culpabilité, donc qui est le signe d'une personnalité normée. Voilà, on parlait notamment de lorsqu'on a étudié le thème sur la culpabilité, que la culpabilité vient de la loi, vient de la norme, vient de la conscience de la faute. Et là aussi, l'amertume, c'est, on va dire, un autre versant, une autre facette de cette personnalité induite par la conscience de la faute, induite par la loi, induite par la norme. Et cette norme qui est souvent inconsciente, parce que la norme étant un outil, donc on n'est pas dans le domaine de l'intelligence, on est dans le domaine des moyens non intelligents qui doivent être mis en mouvement pour un objectif donné. Donc, cette norme inconsciente qui est personnifiée, voilà, va interagir dans un environnement. Et cet environnement, comme tu dis, il y a plusieurs dimensions d'environnement, et chaque environnement va jouer un type de fonction. Et ces fonctions ne vont pas forcément alimenter la norme qui y interagit. Et donc, cette norme va toujours être dans une démarche de revendiquer son respect et de condamner sa transgression, comme on a vu par rapport à la culpabilité. Et ce qui va entraîner l'amertume, c'est lorsque de façon constante, lorsque sur un temps, une durée plus ou moins longue, plusieurs événements, une succession d'événements vont favoriser que l'effet de la transgression de cette norme, son interprétation et son effet au niveau physiologique soient alimentés dans le temps par différentes informations, par une confirmation dans l'interprétation, et donc va entraîner tous les dégâts psychologiques au niveau de la santé que l'on peut connaître. Alors, aux exemples que tu as cités, donc il me venait en fait, donc c'était même après l'échange que nous avons eu en direct, il y avait plein d'exemples comme ça qui venaient. Il y a cet exemple du contrat, comme tu dis, de façon sous-entendue dans une relation, on va dire amoureuse, maritale ou autre. Il y a aussi, dès que l'on arrive, lorsqu'on dit que l'enfant pénètre un environnement, il entre dans la cellule familiale de façon sous-entendue. Dans cet espace normé, il y a des attentes, il y a comme des contrats sous-entendus qui concernent les différents éléments, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit la relation père-enfant, mère-enfant, mari-femme. Il y a des attentes qui sont en plus considérées comme légitimes, puisque quand on parle de la loi, il y a cet espace normé social qui édifie donc des règles, des lois, des normes, non pas pour l'épanouissement, mais pour vraiment contrôler tous ceux qui deviennent les faisceaux de cette norme. Et de façon inconsciente, donc les différents éléments jouant leur rôle sont dans l'attente que ces normes et ces règles soient respectées. Donc, dans le contrat, par exemple, des parents, un enfant peut-être va se dire qu'il est légitime d'un parent de subvenir à ses besoins. Donc, il va être dans cette attente
Et la société autour va confirmer cette attente, va même l'encourager à être de plus en plus dans la revendication de cette attente que l'État, que l'environnement social agrée. Et donc, ça va faire que cet enfant va être dans cette attente, va la revendiquer et va être aux aguets, puisqu'il y avait aussi le point, le lien avec la notion d'hyperfixation que l'on a apporté, que l'on a abordé sur le thème de l'hypersensibilité. Cet enfant va devenir un être qui va faire une hyperfixation sur toute action, sur tout comportement, sur toute réaction, sur tout événement qui ne va pas aller dans le sens de cette attente qu'on lui a dit qui est légitime, qui est approuvée, qui est plébiscitée dans l'environnement social dans lequel il se trouve. Et c'est ça qui va fragiliser cet enfant dès qu'il arrive. Donc, dès qu'il arrive, lui donnant au fur et à mesure ces différents contrats, ces différentes normes dont il a la représentation et l'incitant à revendiquer, à être dans ses attentes en lui disant que c'est légitime, il va être fragilisé parce qu'il est dans un environnement qui n'est pas là pour alimenter ses attentes. Et donc, il va au quotidien se sentir frustré. Il va au quotidien se sentir trahi. Il va au quotidien se sentir humilié parce que la norme qu'il représente, qu'il revendique et qu'au dehors, on l'incite à revendiquer, à croire légitime, ne peut pas être transgressé. Parce qu'au contraire, le lien que Luc faisait hier, on est transcendant à cette dimension sociale, à cet environnement artificiel. On est bien dans un environnement régi par la loi, par des lois naturelles. Et les lois naturelles, par nature, ne mettent pas en mouvement les événements, les situations pour alimenter la norme. Bien au contraire. Donc, en fait, il y a ces points-là et il y a dans toutes les interactions, que ce soit l'enfant, que ce soit le rôle de père, l'idée de l'homme, comme on dit souvent, dans la société, lorsque l'idée de soi est uniquement sociale, et en plus un des échelons sociaux, l'idée de l'homme va de pair avec ce qu'on appelle des droits, des devoirs, des attentes en termes de positionnement, en termes de réclamation de services, en termes de ce qu'on appellerait un respect. Donc, il y a toutes ces attentes, comme on dit à chaque fois, qui sont en plus plébiscitées, décidées soi-disant comme légitimes par l'environnement. La femme aussi, quand elle a l'idée d'elle en tant que femme, va aussi être greffée à cette idée artificielle, donc des attentes, dites aussi soi-disant légitimes, qu'il y aura des associations, il y aura un code civil qui va l'accompagner dans la réclamation et la revendication de ces attentes. Et or, au quotidien, les événements ne vont pas alimenter. Les événements vont au contraire voir cette norme se sentir transgressée, se sentir heurtée, se sentir trahie. Voilà. Et donc, forcément, c'est pour ça que sur le long terme, tant que de façon sous-entendue, on est dans ces prérequis, dans ce postulat identitaire, forcément, il y a l'amertume. Et cette amertume n'est pas un terrain favorable pour que l'émergence, l'harmonie, la santé s'expriment. Et là, c'est pour ça aussi que j'ai trouvé très intéressant, comme toujours, ce point par rapport à la notion de gouvernance, puisque qui dit environnement artificiel dit un environnement, un artefact, donc fait de mains humaines, pensé donc par l'humain, par une conscience en tout cas plus avancée que d'autres, et qui, pour des objectifs de gouvernance, pour des objectifs de sécurisation d'intérêts, a pensé cela. Mais dans l'inconscience, tous ceux qui sont mis en mouvement, qui sont sujets à l'amertume, en fait, ne savent pas qu'en revendiquant, qu'en trouvant légitime toutes ces attentes, en résistant à tout ce qui peut permettre une autre analyse, sont en train de jouer le jeu de cette gouvernance et sont en train eux-mêmes de s'engouffrer, de s'enliser dans un état d'improductivité. Il y avait un autre point qui me venait, après je vais laisser volontiers la parole à Luc. Il y avait d'autres points qui me venaient, notamment donc le premier point, quand on a utilisé le support donc de cette psychanalyste et philosophe, un point très important, la
il y a la défiance. Là où il y a l'amertume, il y a la défiance. La défiance, le manque de confiance. Comme le disait Luc, le soupçon, la méfiance, la sélection par rapport au type d'environnement, au type d'interaction, au type de personnalité. Voilà, un désir à outrance de sécuriser ce que l'on est. Un désir à outrance de protéger finalement. On dit protéger soi, mais on n'est pas conscient que c'est la norme derrière qui se protège et qui, en se protégeant, assure, cadenasse les limites dans lesquelles on va se retrouver. Donc, ça aussi, ce sont des bilans. C'est un élément de diagnostic identitaire au quotidien. Et le dernier point que je vais aussi nous partager, qui me revenait après réflexion sur ce thème, c'est donc ce parallèle avec la différence qu'il y a entre les lois naturelles et les dites lois artificielles, le droit positif. Le lien, on le comprend encore mieux quand on voit cette racine grammaticale de l'amertume, le mot amer. Donc ce mot amer qui va de pair avec ce goût amer. Et donc je réfléchissais hier, je me rendais compte que dans la nature, il y a des produits, il y a des éléments, des légumes, des fruits avec différentes saveurs. Et on a des fruits qui ont des saveurs qu'on nous a fait appeler donc sucrées, plus aigres, suaves, et donc aussi qu'on nous a fait identifier comme amères. Maintenant, là où la programmation souvent arrive, c'est que il y a derrière ces saveurs qui pourtant sont des caractéristiques de type de personnalité et aussi qui déterminent la fonction aussi de ces éléments. Il y a une programmation qui est greffée et qui va faire que qui va attribuer comme beau ce qui a une saveur sucrée, une saveur plus suave, plus douce, et va aussi faire identifier comme mauvais ce qui aura une saveur peut-être aigre, une saveur dite amère. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Ce qui me venait, c'est qu'on remarque que la plupart des éléments qui ont cette saveur dite amère, ce sont généralement ce qu'on appelle les médicaments. Dans la pharmacopée naturelle, au niveau de la nature, la quinine, toutes ces choses-là qui sont vraiment des éléments qui favorisent ou qui régulent lorsque peut-être il y a une déstabilisation au niveau de l'interaction, ces éléments, les éléments qui vont être même les plus puissants, les plus grosses ressources que la nature met à disposition, elles ont cette saveur dite amère. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a une programmation qui vient me faire identifier que ce qui a une saveur amère est négatif, que c'est humiliant, que c'est une trahison, que c'est blessant, par exemple, elle va faire quoi? Elle va faire que je vais rejeter tout ce qui a saveur d'amertume pour ne m'ouvrir qu'à ce qui a saveur dite sucrée et suave. Mais comme on le dit souvent, si on essaie de quantifier en termes des ressources, il serait certainement, on verrait certainement qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans la nature qui ont une saveur amère qu'une saveur douce, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand je suis programmée à identifier la saveur de l'amer comme négatif, comme repoussant, n'est-ce pas? Je me prive finalement de l'essentiel, de la majorité des ressources les plus importantes, dont j'ai les plus essentielles pour mon développement. Je me prive de la stabilité en même réalité, donc qui s'exprime en fait au niveau du quotidien et de cette saveur que l'on attribue au type d'événements avec lesquels on est en interaction. Tous ceux qui nous laissent entre guillemets un goût amer, on va donc se dire que c'est mauvais. Et il y en aura beaucoup plus de ce type d'événements-là au quotidien. On va sélectionner d'être en relation, ne s'alimenter que de ce qui va dans le sens de nos attentes. Alimenter le ressenti des meilleures ressources. Et donc, c'est ce point-là, en fait, qui me venait vraiment après, donc, réflexion sur ce thème, la différence entre l'être qui s'harmonise avec les lois naturelles et les individus qu'on voit qui ne sont au final que des êtres artificiels. Et donc, l'amertume
La persistance dans l'amertume est un indicateur que l'on est un individu purement artificiel et programmé pour soi-même se priver, s'isoler des ressources les plus essentielles pour notre épanouissement. Donc, voici un petit peu ce que j'avais à cœur de partager à ce sujet. Je suis très ouverte maintenant à te laisser, Luc, continuer à nous éclaircir sur ce point. Voilà, merci, bonjour à tous. Et je pense que vous avez souligné ou ressouligné beaucoup de choses qui déjà ont été dites hier. J'espère que vous me suivez bien. Oui, très bien. Voilà. Donc, en s'inspirant de l'environnement qui nous entoure, tout le monde peut remarquer deux éléments essentiels, deux éléments fondamentaux. Premier élément, c'est que tout ce qui est artificiel est fait pour ne pas se développer. Tout ce qui est artificiel reste statique. S'il y a quelquefois l'observation d'un développement apparent de ce qui est artificiel, c'est qu'en fait, on modifie sa structure, on modifie la structure d'un système artificiel pour l'adapter au changement, pour adapter son fonctionnement, on peut dire aux mutations de son environnement, généralement lui-même étant artificiel. Voilà. Par ailleurs, tout ce qui est naturel est naturellement à vocation à se développer naturellement. Se développer, ça veut dire que cet élément acquiert des facultés continues. Il gagne en facultés. Donc, à partir de sa source d'essence, dont on peut dire la nature. C'est-à-dire, il développe les qualités, les facultés, les capacités venant de la nature, de manière à arriver progressivement à une dimension où cet élément devient une projection forte de la nature, ou le rayonnement de sa source, rayonnement de sa matrice. Ce qui est totalement le contraire de ce qui est artificiel. Voilà. Cela donc, en fait, nous donne de comprendre que l'amertume, c'est une caractéristique programmatique, donc qui est savamment pensée et qui normalement est un élément de régulation essentiel pour un individu artificiel. Donc on peut encore le remarquer au quotidien, chacun peut le lire à partir de lui, c'est-à-dire pas à partir de quelqu'un d'autre à l'extérieur. Remarquez que lorsque vous êtes enfermé dans l'amertume, c'est un remords très profond et qui non seulement génère l'animosité et alimente l'animosité. C'est une période où vous perdez plutôt en énergie au lieu d'en gagner. Vous voyez, c'est-à-dire plus le remords ou l'amertume se développe, même ce que vous pensiez avant comprendre, percevoir, maîtriser, vous perdez totalement le contrôle de tout cela. Jusqu'à ce que cette période-là soit passée, c'est-à-dire il va y arriver un autre événement qui semble vous être favorable, mais dont l'interprétation est toujours programmatique. C'est comme si votre période d'amertume, vous la traversez, c'est-à-dire que c'est comme si elle disparaît parce qu'il y a une information, il y a un événement qui est venu créer une joie apparente, des conditions favorables, et donc vous avez l'impression de pouvoir expérimenter une autre phase, une autre période, d'être un autre individu, comme je le soulignais au départ en général, où les gens disent souvent qu'il y a des moments où ils se sentent vraiment en haut, ils se sentent connectés. Pour certains qui utilisent des termes religieux, disent je suis connecté à Dieu, mais des moments où l'on se retrouve totalement dans le gouffre. Généralement, c'est toujours des paramètres qui changent à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des moments où les conditions sont favorables, soi-disant favorables, où l'individu les interprète, mais une interprétation programmatique. Et donc, ce moment-là, l'individu a l'impression vraiment de gagner en énergie, d'être en harmonie avec lui, d'être en harmonie avec l'environnement. C'est le moment où certains disent très souvent la vie est belle, mais ça ne dure pas.
Donc, on replonge dans un moment, selon que les paramètres changent à l'extérieur, on replonge dans un moment où c'est comme si toute la vie est amère. Tout l'environnement est amer. Tout le monde est amer. Même Dieu, on commence à se poser la question, entre guillemets, sur l'idée que l'on se fait de Dieu. Donc, tout ça, ce sont des... Alors, on peut voir en cela l'effet de ce que l'on appelle amertume, parce que ça change l'état vibratoire intérieur. Donc, plus cet état-là est alimenté par soi-même, alimenté par beaucoup d'autres paramètres à l'extérieur, les gens qui peuvent venir alimenter cette interprétation qui plonge dans l'amertume, dont l'amertume devient aiguë, jusqu'à ce qu'elle peut prolonger à devenir une dépression. Vous voyez, dépression de fois même très aiguë. Vous voyez, donc, pour dire, en fait, ce fonctionnement-là, il a été pensé par des individus, et il a été structuré. On a là affaire aux individus normés qui interagissent avec la norme. Et comme dans la norme, il y a toujours cet imaginaire, cette apparence, cette impression de bien et mal, bon et mauvais, favorable et non favorable. Donc l'individu est fait pour ne pas se développer. Il ne peut pas se développer. Il est un système mécanique, il est un système programmé, il ne peut pas se développer. Bon, ceux qui sont plus avisés, ils ne voient même pas dans ce type d'individu un être humain. On voit en cela, comment dirais-je, on voit en cela une forme, mais dont le domaine de définition réellement c'est la norme, et qui interagit avec l'environnement lui-même, qui semble être un ensemble de formes, mais qui en réalité est un espace de normes, dont l'individu interagit avec la norme. Et cela nous rappelle ce que quelqu'un disait, et que nous avons eu à citer plusieurs fois pendant nos moments d'échange, ce monsieur qui disait que le cerveau humain n'a pas été fait, n'a pas été pensé, structuré pour réfléchir. Mais il a été fait ou structuré ou fabriqué pour s'adapter à son environnement. Vous voyez, donc, ce cerveau, en réalité, qui est un logiciel pensé, un assemblage d'informations ou de repères ou de paradigmes interagissant avec les paradigmes extérieurs. Donc, il y a des moments où ce logiciel, il a été organisé ou structuré à s'adapter aux conditions que l'environnement lui a fait considérer comme mauvaises. Donc, il va s'adapter à ces conditions, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans ce que on appelle là l'amertume. Il va rentrer dans les conditions d'amertume, d'animosité en fait, parce que c'est cette manière qu'on lui a montré de gérer ces situations. Et cette manière donc qu'on lui a montré, ou là on l'a programmé à gérer les situations, quand il est en face, il va créer des conditions essentielles, programmatiques, bien sûr, pour pouvoir se retrouver dans cet état-là. C'est pour ça que si l'on fonctionne comme ça, vous verrez que vous ayez 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, quand vous avez 1 an, 2 ans, on a l'impression que l'individu se développe. Bon, mais plus l'individu devient la norme aiguë, la norme sociale aiguë, ben, il devient statique, il ne se développe plus. Donc, vous trouvez les individus qui se comportent exactement de la même façon. 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, 60 ans après, parce qu'ils considèrent que c'est eux. C'est-à-dire qu'il te dit, mais c'est moi, je ne peux pas être autre chose. Vous voyez? Donc, parce qu'il a été programmé à être comme ça. Ce qui est totalement le contraire. Pour celui qui observe vraiment l'environnement, comment il fonctionne, ce qui est totalement contraire d'un élément qui est le reflet de la nature. Vous voyez, c'est-à-dire qui a conscience d'être en lien avec ce que moi j'appelle la nature, la source primaire, vous voulez l'intelligence de Dieu. Donc cet individu, lui, il est plutôt dans un fonctionnement d'apprentissage, de développement de facultés, de développement des ressources. Donc, sans être dans la notion de bien ou mal, mais plutôt dans la notion d'apprentissage et puis à développement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'amertume. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Est-ce que, Marc, tu as quelque chose que tu voudrais rebondir par rapport à ces 2 interventions? Donc peut-être que non. En tout cas, j'ai la question d'Annick Luc qui me dit, est-ce que l'amertume est donc le choc entre les lois artificielles et naturelles? Est-ce que c'est bien ça? Non, en fait, si vous voulez, ça peut paraître cela, mais alors je disais que si je suis un logiciel artificiel, c'est-à-dire que je suis un assemblage de repères tirés de l'environnement social ou des normes tirées de l'environnement social.
mon premier environnement d'interaction, c'est d'abord l'environnement social. Ce n'est pas l'environnement naturel. Bien sûr que l'environnement social lui-même, il est dépendant de l'environnement naturel. Bon, vous regardez par exemple que les populations ne sont pas directement en lien avec la nature. Les populations ont des intermédiaires, il y a des corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, ce sont les élites, ce sont ceux qui gouvernent. Et ceux qui gouvernent se présentent comme étant les prêtres, c'est-à-dire que c'est comme si c'est eux vraiment qui sont en lien avec la science, avec l'intelligence, si vous voulez, avec Dieu. Donc c'est eux qui sont des intermédiaires entre Dieu et les populations. Et les populations, elles interagissent avec ces gens-là. Donc, étant coupées totalement de la source. Donc, pour dire que prenez l'environnement social comme étant un environnement intermédiaire. Donc, c'est lui qui est l'intermédiaire entre vous et, entre guillemets, la source avec laquelle vous n'êtes pas en lien directement. Donc, votre lien est d'abord, premièrement, le lien d'interaction est premièrement avec l'environnement social, c'est-à-dire la norme sociale. Oui. Voilà. Par rapport à ce que tu dis à l'instant, en lien avec la question d'Annick, ça me rappelle un point qui a déjà été souligné lorsqu'on a eu des moments d'échange. C'est ce rappel effectivement par rapport à cette notion d'être conscient que ce qu'on appelle la société, c'est vraiment une création artificielle. Voilà, c'est vraiment une ingénierie, quelque chose qui a été conceptualisé et donc qui a été matérialisé dans un objectif bien précis. Et tout ce qui est donc la fille de cette pensée, donc les humains artificiels qui y sont, ont aussi été bien pensés. Et d'ailleurs, dans la façon dont ce type d'énergie, on va dire, mise en mouvement, qu'on appelle l'humain, comment elle a été pensée, donc ceux qui les ont pensés, n'est-ce pas, ont une appréciation, comme on dit souvent, qui n'est pas absolue, mais comme on dit, au prorata du rôle qu'eux-mêmes doivent jouer. Ils ont quand même une perception des lois dites naturelles et ils ont cette conscience que le but de ces lois, c'est de se développer. Donc, lorsqu'on s'harmonise avec, on va de développement en développement, de puissance en puissance, de clarté de compréhension, clarté de compréhension. Maintenant, l'idée fait que un objectif, un intérêt qu'ils ont à cœur de sécuriser, c'est qu'ils restent les seuls à être bénéficiaires de cette compréhension. Donc, ça veut dire que le reste de ces spectres de l'environnement artificiel qu'ils ont créé, le type de programmation, le type de logiciel qu'ils vont y introduire va de facto créer une conscience artificielle qui, comme tu dis, est totalement coupée donc de cette réalité de la nature, des lois naturelles. Ce type d'individu n'est pas conscient, il n'est pas vraiment dans une démarche de conscientisation par rapport à cela. Et au contraire, la norme qu'il représente, les lois qu'il représente, l'antenne et réceptrice et émettrice qu'il représente, va l'orienter de facto au quotidien dans un comportement totalement opposé, totalement, comme tu dis, coupé de ces lois naturelles. Donc, ne pouvant pas bénéficier de cette harmonisation qui permet de développer, mais qui effectivement va avoir comme effet, puisque c'est comme si on va à contre-courant, c'est comme si on se dit qu'on veut on veut pousser un train qui vient en face de nous à toute vitesse. On pense vraiment que ce que l'on représente a cette capacité de déterminer le mouvement de ce train, mais forcément, ça a comme effet de se sentir comme broyé, de se sentir comme troublé, de se sentir comme abattu au quotidien, et donc ce sentiment d'amertume. Donc il y avait ce point par rapport à vraiment se rendre compte que ce qu'on appelle l'humain, c'est vraiment une conception d'ingénierie sociale, et donc bien pensée pour que, sans en fait, comme on dit souvent, l'intervention d'une compréhension suprasociétale, qu'il n'est pas possibilité du tout de développement. Et puis l'autre point qui me venait,
sur lequel donc je nous invite à continuer à échanger. Donc il y avait donc ce lien entre l'amertume et la dépendance. Alors le lien entre l'amertume et la dépendance, puisque quand on parle d'amertume, donc il y a cette notion pour moi d'attente dite légitime qui est très primordiale derrière. Et donc cette attente dite légitime qui est donc créée par l'environnement social. Donc quand on est quelqu'un qui revendique cela, quand on est le défenseur de cette dite norme, de cette dite loi sociale, on se rend dépendant, totalement dépendant. C'est le signe d'une impossibilité, d'une non-autonomie en termes d'idée de soi, en termes de conscience de soi, en termes d'organisation. Par rapport à cette loi, à cette norme, finalement, dont on est le spectre, on se fait le défenseur. Et j'insiste dessus parce que les raisonnements fallacieux, comme certains aiment le dire, qui favorisent le fait que il n'y a pas de remise en question, qu'on alimente et on revendique ces positions, finalement on cajole ce type de ressenti, c'est qu'on pense que c'est pour soi, que c'est bien pour soi, qu'on se protège, qu'on se sécurise, qu'on est dans la défense de l'idée de soi en termes d'individualité. Et au final, non. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a la capacité de vraiment prendre conscience de cette réalité, c'est une fragilité qui est entretenue et c'est une dépendance à donc l'environnement social qui est alimenté ainsi. Donc il y avait ce point-là que je voulais souligner. Et puis le dernier point, c'est la notion de responsabilité. Donc la notion de responsabilité par rapport à notre état vibratoire, par rapport à notre état de santé et par rapport donc à notre capacité ou pas de pouvoir au quotidien réguler finalement ce que l'on est, puisque et ce qui fait opposition à la victimisation. On a entendu dans l'amertume va de pair avec la victimisation. Et dans l'environnement social, la victimisation est totalement alimentée, entretenue, plébiscitée, revendiquée. Or, quand on est dans la victimisation, on n'est pas dans la responsabilité. Dans le thème sur la culpabilité, il y avait cette question qui était posée, qui m'avait été posée, mais quelle est la différence entre culpabilité et responsabilité? Et dans la responsabilité, on est dans une dimension intelligentielle, de conscience et de conscience même de maturité. Et donc, ça veut dire que quand on est dans la dimension de responsabilité, on est conscient que si on s'ouvre à certaines informations, une certaine interprétation, une certaine analyse, ou si on participe à alimenter une certaine interprétation, une certaine analyse, on alimente l'amertume. Donc, on se prive et on prive l'autre de pouvoir bénéficier de ressources qui vont lui permettre de s'élever. Et là, on entre vraiment dans la dimension de responsabilité. Alors que quand on est dans la dimension de victimisation, donc, on est en dehors de cette conscience de la participation que l'on a, en fait, dans cet état que l'on se crée déjà à l'intérieur de soi, mais aussi, on n'est pas conscient que dans certaines actions, dans la façon dont on va interagir avec l'autre, on est aussi responsable de l'alimentation de l'amertume en face, et donc on va participer à le plonger davantage dans un état, dans une dimension vibratoire qui ne va pas lui permettre de se développer. Et donc il y avait ce point aussi de la responsabilité lorsqu'il y a conscience, intelligence, qui est totalement opposée à cette notion de victimisation, donc entretenue par notamment l'amertume. Donc je ne sais pas s'il y a encore un point que tu veux souligner par rapport à ça. Je pense que le point sur tu parlais de la dépendance. Effectivement, ce sont des éléments qui ont été très, très, très bien conceptualisés et puis structurés parce que la dépendance favorise aussi le contrôle de celui dont on dépend. Généralement, on dépend de celui qui a, on peut dire, pensé ce que l'on est, et
si on peut le définir comme étant une somme de besoins qui caractérise ce que je suis et qui doivent être répondus par celui qui m'a pensé, qui m'a conceptualisé, qui m'a structuré. Donc, je vais être à l'absolu dépendant de lui. Bon, donc, bien entendu, ça fait partie des éléments qui expliquent, ou alors, oui, qui expliquent toujours ce phénomène d'amertume. Parce que quelqu'un qui est dépendant, il va se retrouver forcément dans l'amertume lorsque ses besoins, ses attentes ne sont pas satisfaits. Donc, naturellement, ça c'est un facteur automatique. Ça va créer chez lui une sorte d'insatisfaction, et cette insatisfaction, considérée comme étant défavorable à soi, va générer forcément de l'amertume, de l'animosité à un niveau très, 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 très élevé. Voilà. Et donc, sur le plan social, on va concevoir l'individu qui va être dépendant de l'environnement où sont tirés les éléments à partir desquels on l'a organisé, on l'a structuré. C'est-à-dire là, je parle là de l'environnement social, dont les besoins de l'individu sont créés par cet environnement, et l'attente à la satisfaction de ces besoins va être orientée également aussi par cet environnement. Donc c'est pour ça qu'il y a des manifestations, il y a des réclamations, il y a des grèves, il y a des ceci, il y a des cela. Vous voyez? D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le jour des élections en France. Lorsque les gens vont voter, c'est toujours en fonction des attentes qu'ils ont, que la société crée, et l'espérance qu'ils ont que la personne qu'ils vont voter, qu'ils vont voter, oui, va répondre à leurs attentes. Et si ces attentes ne sont pas répondues demain, la personne qu'on a votée vis-à-vis desquelles on avait des attentes, on va la vomir. Donc vous voyez que c'est ça. Ça, c'est un mécanisme de contrôle. Bon, lorsque vous n'avez pas d'attente vis-à-vis d'un individu, vis-à-vis d'un système, vis-à-vis d'un environnement donné, vous êtes autonome, vous êtes libre. Cet environnement ne peut pas vous contrôler. Vous risquez même de disposer de cet environnement pour la réalisation de vos objectifs. C'est-à-dire, ça suppose que vous avez de l'ascendance vis-à-vis de cet environnement-là. Vous voyez, donc, cela fait partie. D'ailleurs, c'est pour ça que l'environnement est tellement organisé pour représenter une bulle, l'environnement social, une sorte de bulle. Donc, de telle sorte que tous les éléments, tous les sujets qui constituent cet environnement-là ne puissent pas être autonomes par rapport à cet environnement. Parce que si ces sujets sont autonomes à cet environnement-là, non seulement ils vont sortir de contrôle de l'environnement, mais aussi ils peuvent devenir des facteurs de danger pour détruire le mécanisme de contrôle sur les autres sujets de l'environnement. Donc, ce sont des éléments fondamentaux qui favorisent effectivement l'amertume. Donc, là où il y a dépendance, là où il y a attente, que l'attente soit exagérée ou l'attente soit moyenne, il y a risque d'amertume. Et tout ça, c'est programmé. Alors, je vais terminer là-dessus en prenant un exemple. Vous prenez vous avez coupé un morceau de bois dans la forêt. Ce morceau de bois, au moment où il faisait partie de la nature, il n'avait pas besoin de vous pour être entretenu. Donc, il s'épanouissait naturellement. Tant que la nature vit, ce morceau de bois, il est entretenu, il est alimenté parce qu'il est l'expression de la nature. Mais lorsque vous le ramenez à la maison, il devient dépendant de vous. Si vous ne l'entretenez pas, vous verrez que ce morceau de bois sera triste, il sera dans l'amertume. Il ne sera pas épanoui. Vous voyez, la même chose avec les voitures que l'on a. Donc, lorsque vous avez une voiture, d'abord, elle est à la merci de l'ingénieur qui l'a conçue, c'est un ensemble de pièces, et lorsque vous l'achetez, elle est totalement dépendante de vous pour son entretien. Si vous ne l'entretenez pas, vous remarquez généralement que cette voiture-là n'est pas contente, elle ne s'épanouit pas. Donc, on peut voir là une forme de tristesse dans la voiture. Donc, c'est ainsi que les choses sont organisées pour ceux qui comprennent très très bien l'environnement pour maîtriser les choses. Merci beaucoup. L'amertume, c'est un signe de dépendance. Effectivement, ce lien avec notamment le contexte de politique actuelle, d'élection, en fait, ce sont les mêmes qui, comme on disait, amertume va avec défiance, donc qui vont dans la rue, qui disent qu'ils sont déçus finalement du gouvernement, mais n'étant pas des ressources intérieures autonomes à cet environnement social, ben c'est les mêmes qui vont donc voir l'importance d'aller entre guillemets voter pour quelqu'un qu'ils attendent, puisque les attentes restent
toujours dans le fait que c'est dans cet environnement social, il n'y a pas de conscience de pouvoir se dire qu'il y a une possibilité de s'organiser de façon alternative. Non, la conscience reste que la solution, les attentes, les besoins viennent de cet environnement et donc doivent être alimentés par ceux mêmes soi-disant que l'on dit, contre lesquels on dit se lever ou contester. Donc c'est vraiment assez, comme on dit, mystique, cette réalité, en fait, cette ingénierie qu'il y a derrière cet environnement artificiel. Et puis, il y avait donc le point aussi, donc c'est des images, des choses que j'ai vraiment à cœur de partager parce que moi, ça m'alimente depuis qu'on a eu ces échanges sur l'amertume. Donc, l'image, quand quelqu'un dit que quelqu'un est amer, quelqu'un, peut-être les uns les autres ont pu expérimenter cela. En fait, plus rien n'a de goût. Parce que ça, c'est le lien avec le fait que quand on est dans l'amertume, quand on est l'amertume, quand on participe inconsciemment à l'alimenter en soi et dans les autres, finalement, on va se retrouver dans une situation où on est donc amer et donc on ne pourra ça veut dire que soi-même on est dans la dépendance, donc on n'est pas un ensemble de ressources qui nous permettent d'être dans la maîtrise et on se coupe aussi des ressources extérieures. Et l'image qui me venait, c'est que quand on est dans cet état-là, plus rien n'a de goût, plus rien n'a de saveur, plus rien n'a de sens. On a l'image de cette personne qui, soit ça peut être une déception amoureuse, ça peut être un sentiment de trahison, un sentiment d'injustice. Il y a de plus en plus de personnes, des fois, qui se trouvent dans des situations comme ça. On entend parler de grève de la faim, par exemple, lorsque quelqu'un estime qu'il est face à une injustice, quelque chose qui l'a plongé profondément dans l'amertume. Cette personne, elle manifeste que elle s'isole, elle-même, elle décide de s'isoler, elle refuse tout apport extérieur en alimentation. Elle se coupe finalement. Quelqu'un qui est souvent, comme on parle des déceptions amoureuses, des fois la personne, elle perd l'appétit, elle perd le goût. Donc, on peut lui apporter le meilleur aliment qui soit, on peut lui apporter la meilleure nouvelle, on va essayer de remonter le moral comme on veut à quelqu'un qui est dans cet état, qui a sombré dans cet état vibratoire. Cette personne devient totalement hermétique à toute ressource extérieure. Et comme tu dis, on voit là cet outil de gouvernance qui fait que dans cette situation-là, on s'isole, on est inaudible, on ne peut pas recevoir les ressources, on ne peut pas bénéficier des ressources extérieures. Et c'est ça qui montre que c'est vraiment bien pensé pour entretenir un état de limite totale quant à la capacité de pouvoir être utile et transformer le monde, comme pouvait dire la psychanalyse hier. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des points que tu veux apporter, Luc. Sinon, on va essayer de faire un dernier tour de salon avant de clôturer l'échange. C'est bon. Moi, c'est bon. Je peux faire le tour de table. Voilà, donc effectivement, je pense qu'on est revenu sur les points essentiels. Il y avait juste eu donc la question d'Annick concernant la différence ou l'éventuel choc entre les lois artificielles et les lois naturelles. Je ne vois pas d'autres questions. Donc Marc, il semble que tu es plutôt maintenant dans une disposition d'écoute. Emmanuel, s'il y a quelque chose que tu veux donc apporter rapidement, tu peux le faire par écrit. Voilà, Annick, Maryse aussi. Là, pour le moment, je n'ai pas vu spécialement de commentaires, donc je pense que ça veut dire que c'est clair. Eh bien, en tout cas, on va vous remercier pour ce moment d'échange. J'espère que les points qui ont été abordés, les images, les illustrations ont permis de clarifier et de montrer vraiment la pertinence quant à ce thème, quant à cette question d'amertume, quant à ce questionnement identitaire, savoir si on est la norme, si on est le spectre de la norme, un défenseur de la norme, donc totalement dépendant de l'environnement social. Est-ce qu'on n'est qu'un univers de besoin, un univers d'attente que l'on estime légitime, et que l'on défend, que l'on revendique, jusqu'à tomber dans la défiance de ceux qui auraient trahi ou trahi ou n'auraient pas respecté ce contrat induit dans les relations dites sociales. Tout cela permet d'identifier la source de provenance
ou est-ce qu'on est libre de tout cela? Est-ce qu'on expérimente une dimension transcendante à tout cela? Est-ce que on expérimente le fait de ne pas être dans l'amertume? Eh bien, voici encore une occasion de faire ce bilan, ce diagnostic identitaire. Donc, pour ma part, je vais vous remercier encore pour votre disponibilité et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Au revoir. Au revoir.